Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Avant le départ. Le rêve prend forme 9 août. Du coin de ma fenêtre, j'aperçois la rue de Rivoli et le réveil de la capitale. J'ai quitté mon travail depuis une semaine, mais je suis encore habitué à me lever tôt. Nous sommes en novembre, la grisaille et le froid sont là. Les voitures qui circulent déjà réveillent à coups de klaxon celles, moins courageuses, restées endormies sur le bord de la chaussée. Celles-là se mettent dans le flot à leur tour, accentuant bousculade et bouchons quotidiens. On dirait qu'elles se rendent toutes au même endroit, laissant sur leur passage un mélange de gaz d'échappement et de bruits stridents sur fond de brouhaha. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Je vis moi-même dans ce stress quotidien depuis des années. Sans travail et sans obligation particulière, je vais désormais pouvoir prendre un peu de recul et me consacrer à de l'inhabituel. L'espace d'un temps, il me sera possible de prendre le temps. Je vais profiter de cette tranche de vie privilégiée qui m'est envoyée, et l'utiliser au mieux. Dans ma petite chambre, un magazine sur la nature et la géographie traîne sur la table ronde qui me sert à tout. Je le prends machinalement et sans réelle intention de le lire, m'affalant dans le canapé-lit. Les merveilleuses images me font rêver, elles ne font qu'accroître l'appel au voyage qui me harcèle depuis tant d'années. Chacun pense à partir un jour ou l'autre, certains veulent vivre autre chose, d'autres veulent recommencer ailleurs. J'ai souvent éprouvé ce besoin de prendre le large quelque temps, d'aller à la rencontre d'autres terres pour être le témoin de ce qui fait tourner le monde. Comme si j'avais besoin de vérifier sur le terrain les images venues d'ailleurs, que je ne connais qu'à travers les médias. Je veux découvrir des paysages, des natures, des climats, des cultures, des peuples, des coutumes. Il faut absolument que j'en connaisse davantage. Tout cela, j'ai envie d'aller le toucher, d'aller le voir, le sentir, le respirer. La vente du bateau sur lequel j'habitais avant mon arrivée dans la capitale assurerait facilement mes besoins au cours d'un voyage, ainsi qu'au retour, le temps de retrouver un job. Que cela paraisse raisonnable ou non n'a pas d'importance. L'appel du voyage est plus fort que tout et je dois profiter de la situation, ça ne fait aucun doute. Depuis toujours, l'Afrique est le continent qui m'attire le plus. J'ai l'impression que l'on peut encore y trouver des endroits méconnus, restés mystérieux et peu fréquentés par les touristes. C'est une partie de la planète où j'imagine pouvoir rencontrer des hommes aux valeurs complètement différentes des miennes. Il serait important que ce voyage serve à rencontrer d'autres hommes, qu'il me fasse partager des sentiments, me permette d'écouter des histoires, me fasse découvrir de nouveaux modes de vie. Cela me conforte dans mon choix pour commencer un périple. J'aimerais partir pour un tour du monde. Je voyagerai 1 an, me déplacerai en transport en commun avec pour objectif de passer les 4 premiers mois en Afrique, les 4 suivants en Asie et les 4 derniers en Amérique centrale et du Sud. Décision prise, je peux commencer la préparation sans tarder et me renseigner sur différents sujets. La prévention médicale notamment, avec la mise à jour des vaccins et la constitution d'une pharmacie comprenant des médicaments préventifs et curatifs, le matériel indispensable, les coûts et l'élaboration d'un trajet. Pour choisir un itinéraire, il me faut des cartes routières. Je cours au rayon librairie du BHV à 2 pas et rentre aussitôt. J'étale les cartes sur la moquette, les scrute pendant des heures et découvre le continent africain sur lequel je suis assis. Je cherche un passage, une sorte de ligne directrice que je pourrais suivre d'ouest en est. L'idée de traverser le continent de l'océan Atlantique à l'océan Indien me plaît, ça donnera une pointe d'aventure à l'expédition. Petit à petit, je me rends compte que le chemin sera plus facile à trouver que prévu. Les routes sont peu nombreuses et le choix par conséquent limité. Après quelques soirées d'études partagées entre guides et cartes, l'ébauche d'un trajet approximatif dont le point de départ est Dakar prend forme. Il se poursuit vers le sud-est, longeant plus ou moins la côte de l'Ivoire et la côte de l'Or pour quitter le bord de mer au niveau du Cameroun et s'enfoncer dans les terres à peu près à l'horizontale en direction du Kenya. Autant que possible, j'ai favorisé le transport ferroviaire dont les lignes figurent sur mes cartes. Tant que je serai dans un train, il ne pourra pas m'arriver grand-chose. Je n'ai jamais vraiment quitté l'Europe, et même si je suis particulièrement décidée à me lancer, je ne sais pas très bien à quoi m'attendre sur place. L'idée du train évoque quelque chose de rassurant.
J'alterne mon étude entre guide et carte pour arriver enfin à un itinéraire satisfaisant, bien qu'à certains endroits, des liaisons entre routes ou pays paraissent douteuses, au point que je me demande s'il y a réellement une connexion. Guide, carte, c'est la seule source d'information dont je dispose jusqu'à présent. C'est bien mais cela reste trop théorique. J'ai absolument besoin de trouver des renseignements apurés provenant d'une personne qui a vécu le continent, possédant une expérience de terrain et capable de me conseiller, de témoigner. Il faudra qu'elle puisse me préciser certains points mal développés dans mes guides. La tournée des librairies spécialisées dans le domaine du voyage ne donne pas grand-chose. Je parle de mon projet avec les vendeurs ou les chefs de rayon, mais personne ne peut fournir les réponses que je demande. Un employé m'oriente finalement vers la Guilde du Raid, une association dont le but est de rapprocher les voyageurs des organismes ou entreprises qui accordent des bourses. Chacun peut monter un dossier d'aventure et espérer financer une partie de son rêve grâce à l'un de ses sponsors. Là-bas, je rencontrerai peut-être des personnes capables de me fournir des informations utiles. Je m'y rends rapidement. Chloé, employée par la Guilde, m'informe du fonctionnement de l'association et me remet différentes brochures. Je lui explique ce que je désire, l'échange est sympathique. Elle comprend ma demande mais ne peut en dire davantage elle-même. Elle me parle d'un voyageur qu'elle connaît. Je vais vous donner le numéro de téléphone de quelqu'un qui connaît bien l'Afrique. Il y est allé plusieurs fois en moto. Il a même gagné une moto avec la bourse Yamaha pour un de ses projets. Il s'appelle Paul, appelez-le de ma part, vous verrez, c'est une mine d'or. Depuis que j'ai commencé la préparation de cette expédition, je rencontre énormément de personnes qui partagent la même passion. Je n'ai jamais autant parlé voyage et aventure. Les personnes d'expérience connaissent bien leur sujet et sentent rapidement si on est véritablement accroché au projet dont on parle. Elles peuvent alors se motiver davantage pour apporter leur aide. Le routard est quelqu'un de simple dont l'abord est facile. Il n'hésite pas à partager ses connaissances pour aider un collègue. En sortant de la guilde, je passe immédiatement un coup de fil d'une cabine à la mine d'or. Paul ? Ouais. Je vous appelle de la part de Chloé, à la guilde du Raid. Ah. Chloé, comment va-t-elle ? Je la connaissais à peine. Oh ben elle va bien. Elle m'a dit que vous connaissiez bien l'Afrique. J'envisage d'y faire un voyage, et j'aurais bien aimé avoir quelques informations. Oui, bon, on va peut-être se tutoyer. Le mieux serait certainement que tu passes un de ces soirs à la maison, pour en discuter. Peut-on rêver mieux comme entrée en matière ? Le vif du sujet 22 août. Quelques jours plus tard, je débarque chez Monsieur Paul en compagnie de Caroline et François. Tous deux participent au projet et devraient partir avec moi ou me rejoindre en cours de route. Paul habite en banlieue, dans l'Est parisien, bien installé dans le genre de petite maison que l'on rencontre dans les quartiers des bords de Marne. Dès qu'on entre, le décor ne laisse aucun doute possible sur l'activité extra-professionnelle de notre guide. Divers objets, en provenance d'Afrique je pense, sont disséminés à travers la pièce principale. Il y en a au mur, sur les meubles, par terre, enfin partout. De nombreuses photos recouvrent les murs. Les présentations sont simples et rapides, normales entre routards. Nous ouvrons la première des bouteilles de bière que nous avons apportées, alors qu'il montre ce qu'il a fait en Afrique et explique brièvement ses voyages. Il est parti 6 ou 7 fois sur le continent, souvent à moto. Tous ses itinéraires sont tracés sur une carte de la taille d'une feuille A4. Il y a des traits dans tous les sens. Nous exposons le projet, combien de temps nous voulons partir, pourquoi nous voulons le faire, etc. Je présente rapidement le trajet dessiné sur la carte routière déjà bien barbouillée par mes recherches. Il regarde avec attention et acquiesce dans les grandes lignes, trouvant intéressante l'idée de voyager d'un océan à l'autre. Il propose cependant de ne pas longer la côte au cours de la première partie comme je l'ai prévu, mais plutôt de couper complètement du Sénégal au Niger en passant par le Mali. Il y a, selon lui, peu de choses intéressantes sur la côte et certains tronçons de ce passage sont assez difficiles, voire dangereux. La présence de grands centres d'échange portuaires et de villes importantes rend la côte très peuplée par endroits et peu sûre. Lagos, la capitale du Nigeria par exemple, est une mégalopole dont la réputation est extrêmement mauvaise sur le plan de la sécurité.
On prévoit qu'elle deviendra une des toutes premières villes du monde vers 2020 en termes démographiques. Elle est loin d'être la seule dans ce cas, d'autres villes côtières sont connues pour être incertaines. Paul propose plutôt de traverser le Mali. Il trouve ce pays plus authentique, plus naturel, plus agréable, les habitants sont d'une gentillesse légendaire. Vous pourriez passer par le pays Dogon, une ethnie bien particulière qui vit le long d'une falaise près du mythique fleuve Niger. Il a une manière de s'exprimer qui n'impose absolument rien, mais propose seulement. Ça donne le sentiment de n'être pas jugé sur le travail fourni, malgré mon manque d'expérience. À l'exception de cette partie, il pense que nous pourrions laisser le trajet tel que je l'ai conçu. L'itinéraire est d'ailleurs plus ou moins imposé par les voies de communication existantes. Nous évoquons un autre problème, ou plus exactement une incertitude qui me fait douter de la fiabilité de la carte. Tu vois, Paul, entre Diffa au Niger et Maïdigori au Nigeria, aucune route ne figure sur la carte. Est-ce qu'il y en a une? Peut-être que c'est simplement la carte qui est mauvaise. Ah. Ouais, répond-il avec la voix du routard confirmé. C'est vrai, j'y suis passé avec mon pote, y a pas de route sur 50 km, on est passé à moto à travers la savane. Je ne vois pas très bien comment vous pourrez faire, si vous n'avez pas de moyens de locomotion. Mais il y a peut-être des communications parce que de nombreux habitants du Niger se rendent au Nigeria pour faire du commerce. Il y a beaucoup plus de choses à vendre qu'au Niger. Nous discutons toute la soirée sur le même sujet. En partant, nous nous promettons de garder le contact et de nous tenir au courant. Ce premier entretien a été sympathique, formateur et instructif pour les béotiens du voyage que nous sommes. À l'aide de ces nouveaux éléments, je vais pouvoir arrêter un trajet définitif à quelques points d'incertitude près qui laisseront au voyage le goût d'aventure qu'il mérite. On traverserait donc l'Afrique d'ouest en est comme prévu et par les pays suivants, Sénégal, Mali, Niger, Nigeria, Cameroun, Centrafrique, Zaïre, Ouganda et Kenya pour terminer. 9 pays pour un périple prévu sur une durée d'environ 4 mois, à travers le continent. L'avantage d'envisager une traversée, plutôt que de faire des visites ponctuelles à certains endroits, serait certainement la diversité dans l'aventure. Il y aurait des endroits très touristiques, au Sénégal et au Kenya par exemple. Il y aurait aussi des moments de complète inconnue, où il faudrait improviser. Nous suivrons un fil conducteur entre Dakar et Mombasa, mais n'aurons pas de but précis entre ces deux villes. Cela permettra de prendre le temps quand nous le souhaiterons, au détour d'une rencontre, d'un hasard ou d'une occasion. Nous ne serons pas dans l'obligation de respecter un planning strict qui ferait perdre une occasion de découverte. Il va maintenant falloir aborder le sujet de la prévention médicale. Il ne s'agit pas de devoir bêtement rentrer, pour une raison qui aurait pu être évitée. Le temps presse et mes 2 amis et moi devenons vite de vrais passoires. Outre les vaccins classiques qu'il faut remettre à jour, nous nous faisons tous les 3 piquer contre la fièvre jaune, la typhoïde, la rage, les méningites A et C et les hépatites A et B, chaque vaccin nécessitant 1 ou 2 injections. Le médecin nous aide à constituer une pharmacie de voyage. En même temps, je commence à rassembler le matériel, c'est une partie excitante de l'aventure, semblable à la sensation que peut éprouver l'écolier en préparant la rentrée scolaire avec ses fournitures flambant neuves, excepté que nous jouons la carte de la récupération au maximum. Je contemple toutes ces affaires avec lesquelles je vais vivre pendant 1 an. Durant cette période, je serai comme un escargot qui transporte sur le dos tout ce qu'il possède. Pour les choses de valeur, c'est-à-dire les papiers d'identité et l'argent, je les transporterai dans une ceinture spéciale portée à même le corps. Elle sera dissimulée sous mes vêtements, et toujours contre moi. Je couds également une doublure sous la languette de mes chaussures pour y cacher quelques dollars entre les 2 épaisseurs. Ce sera une petite réserve en cas de perte ou de vol. Les derniers préparatifs concernent justement la gestion de l'argent. Je voyagerai avec des cartes bleues, des travelers checks, de l'argent français et des dollars en cash. Pour clore le chapitre des finances, il faudra aussi faciliter le travail de mes parents en laissant une somme sur un compte en France afin qu'ils puissent payer mes impôts pendant mon absence. Je dois d'ailleurs leur annoncer la bonne nouvelle, leur fils va partir pour 1 an et ça ne leur fera pas plaisir. Tout avance à grands pas, il ne manque finalement plus qu'un billet d'avion et des visas. La plupart des visas ont une durée de validité de 3 mois,
avant l'entrée dans le pays. Si je me réfère au planning, je pourrais les prendre jusqu'au Zaïre inclus, après on verra sur place. L'Afrique à Paris 25 octobre. D'importantes grèves des transports en commun frappent Paris et sa région en cette fin d'année. Il est devenu absolument impossible de circuler en ville, car tout le monde essaie de se rendre au travail en voiture. J'ai de la chance, Paul me prête la mobilette que sa fille n'utilise plus. Je sillonne ainsi les rues de la capitale pendant une dizaine de jours, à la chasse au visa. L'obtention du tampon n'est pas toujours simple car il faut théoriquement présenter un billet d'avion, ce que je ne possède évidemment pas compte tenu de la façon dont nous projetons de voyager. Les allers et retours entre les ambassades se multiplient. Je slalome entre les files de voitures qui semblent stationner sur la chaussée à cause de la grève, les rues sont devenues comme un grand parking. L'opération sera longue pour recevoir les 6 visas car chaque ambassade garde les passeports plusieurs jours, avant de les rendre frappés d'un tampon. Tous les formulaires sont remplis en double, pour que mon ami François puisse avoir les siens en même temps. Il a en effet décidé de me rejoindre un mois après mon départ, quand je serai arrivé à Niamey. Nous nous sommes mis d'accord sur ce planning car d'un côté je commence à bouillir et il faut vraiment que je parte vite. De l'autre, il reste à François quelques obligations professionnelles à régler avant de pouvoir se libérer. Caroline me retrouvera plus tard, après le séjour en Afrique. J'emporte une première victoire en recevant le premier visa sans aucune difficulté administrative, celui du Mali. On ne m'a posé aucune question sur la manière dont je voyagerais. C'est plutôt bon signe, car j'avais pourtant été mis en garde sur les difficultés que je rencontrerais à obtenir des visas sans pouvoir présenter de billets d'avion. J'enfourche la mobilette et me dirige vers l'ambassade suivante, dans le quartier chic du 16e arrondissement de Paris. J'ai pris la précaution de téléphoner auparavant, pour m'assurer que le service des visas est ouvert aujourd'hui. Je circule entre les files de voitures, arrive au coin de la rue, monte sur le trottoir et roule jusque devant l'ambassade. J'attache mon 2 roues à un panneau interdit de stationner, et gagne la porte massive de l'immeuble en pierre de taille. Une hôtesse se tient derrière le comptoir d'accueil. « Bonjour madame. Je souhaiterais faire les démarches pour obtenir un visa de voyage. » Hanoun. Le service des visas est fermé aujourd'hui. Mais j'ai téléphoné hier. On m'a dit de passer ce matin que ce serait ouvert. Ah oui? Normalement c'est ouvert le mardi mais aujourd'hui c'est fermé, il faut revenir demain. Devant moi, à Paris l'Afrique est déjà là, il est inutile d'insister davantage. Heureusement, j'ai un peu de temps et puis de toute façon je ne peux pas réagir autrement, c'est à moi de commencer à m'adapter au fonctionnement africain. Jour après jour, je poursuis mes démarches auprès des ambassades. Plus j'avance, plus les visas deviennent difficiles à obtenir. On me demande les billets d'avion aller-retour ou des attestations provenant d'agences de voyage qui prouveraient que je suis sur le point d'en acheter. Ce sont des documents que je n'avais pas eu à fournir jusqu'à présent. Je n'ai rien de tout cela. Je tente d'expliquer ma façon de voyager à mes interlocuteurs, essayant de démontrer qu'il est impossible de fournir un billet d'avion, mais il semble qu'il n'y ait rien à faire. Pas de billet, pas de visa, la procédure est la procédure, il faut trouver des solutions. Il paraît qu'en Afrique on peut toujours s'arranger, mais en attendant, je rentre chez moi sans résultat. Je rédige de fausses attestations d'agence de voyage sur des photocopies couleur de papier à en-tête. Celle-ci certifie que je suis en cours d'achat d'un billet d'avion. Je n'ai plus qu'à retenter ma chance. Ça marche plutôt bien. Le système me permet d'obtenir plusieurs visas jusqu'à l'ambassade du Nigeria, qui complique encore les choses en demandant en plus de tous les documents devenus habituels une réservation dans un hôtel sur place. Je tente une fois de plus d'expliquer aux responsables du service que la manière dont je compte voyager est incompatible avec la fourniture d'une réservation d'hôtel. Mais là encore la réponse est sans appel, si la procédure n'est pas respectée, aucun visa ne sera délivré. Peu importe la méthode, mais il va falloir trouver le moyen de réserver une chambre d'hôtel et surtout que l'on me fasse parvenir un fax de confirmation en guise de justificatif. Il y a, me dit-on à l'ambassade, un hôtel Sheraton à Lagos. J'appelle le centre international de réservation de la chaîne et demande que l'on me réserve une chambre pour une date donnée, et évidemment que l'on m'envoie un fax,
c'est ce qu'il y a de plus important. Dès que je serai en possession de mon justificatif, je retournerai à l'ambassade pour remettre une demande de visa. J'annulerai la réservation aussitôt après car je n'ai pas les moyens de m'offrir une chambre à ce prix, et puis de toute façon je ne passerai pas par Lagos. Et voilà, il ne me manque plus grand-chose avant le grand saut si ce n'est peut-être le plus important. Un billet d'avion aller simple pour l'Afrique, un vrai cette fois. Je me rends donc dans une agence de voyage pour acheter un billet. Avec ce titre de transport, je me vois aussi imposer une date de départ. C'est seulement à partir de ce moment que je réalise, je vais réellement partir et désormais je ne peux plus reculer. C'est enfin la réponse à la question que je me suis si souvent posée. Crois-tu que tu partiras vraiment ? Vas-tu réellement oser aller au bout de cette idée ? La réponse est arrivée, définitive et positive. Jusqu'à présent, tout s'est enchaîné avec une extrême facilité, sans réel besoin de s'engager. Cette fois, ça y est, je me lance vers l'aventure. Après tant de pourparlers, je viens finalement de signer ce contrat avec moi-même. Rencontre 16 décembre. Le départ est pour aujourd'hui. Les derniers préparatifs m'ont empêché de me coucher avant 2 heures du matin et le réveil a été fixé à 5 heures. Je suis dans un état second en arrivant à l'aéroport. Mes amis m'accompagnent jusqu'au départ. Une des poches latérales de mon sac à dos est remplie de gris-gris qu'ils m'ont offerts. Par superstition, il m'est impossible de ne pas les emporter. Je présente mon billet stand-by à l'enregistrement, mais l'hôtesse de la compagnie aérienne est assez pessimiste sur mes chances de partir ce matin. Cette éventualité n'est pas pour me déplaire. Plus le départ approche, plus je sens le stress monter et l'espoir de ne pas pouvoir partir me soulage plutôt. Un manager intervient soudainement. Il prend le dossier en main et surclasse un voyageur en première pour me permettre de monter à bord. Tout est relancé, je vais partir et mon sac passe à l'enregistrement. J'emporte environ 17 kilos, c'est beaucoup pour quelqu'un qui devra le porter aussi fréquemment. L'inconnu m'a rendu prévoyant. Il reste une bonne demi-heure avant d'embarquer, juste le temps de prendre un café avec les autres. Je dis ensuite au revoir à tous et passe le contrôle de police, mes amis disparaissent derrière les vitres. La longue passerelle mène les passagers à bord de l'Airbus de la Swissair en direction de Genève où nous ferons une escale. Genève, première étape, deuxième Airbus, deuxième envol. En direction du continent africain cette fois. Mais que fais-tu là-dedans ? Je me pose cette question sans cesse, je suis content de partir bien sûr mais pas très décontracté. Face à quoi vais-je me retrouver là-bas ? L'anxiété des jours d'examen m'envahit, cette affreuse boule dans le ventre refuse de partir. L'appareil se remplit peu à peu, moitié blanc, moitié noir. Un jeune noir, âgé d'une trentaine d'années s'installe juste à ma gauche, nous nous saluons. Il laisse son billet d'avion et son passeport sur le siège, avant de se lancer à la recherche d'un coffre libre pour y enfourner son bagage à main, qui ne représente sans doute qu'une toute petite partie de ce qu'il a en soute. Les Africains voyagent tellement chargés. Il ouvre les coffres les uns après les autres, mais tous sont déjà pleins, ce qui l'oblige à explorer beaucoup plus loin vers l'avant de l'appareil. Un rapide coup d'œil sur le siège m'informe de la nationalité de cet homme, son passeport est sénégalais. Cette nouvelle m'apparaît comme une chance. J'ai prévu d'arriver à Dakar, d'y passer quelques jours avant de me mettre en route pour la grande traversée en transport en commun. Je dois débarquer sur le continent africain, sans aucun contact et parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver à Mombasa, de l'autre côté. Je n'ai jamais quitté l'Europe auparavant. Est-ce la vue de ce passeport qui m'incite à engager la conversation avec mon voisin ? Le faisons-nous par besoin mutuel de communication ? Quoi qu'il en soit, très vite, nous lions connaissance. Nous avons pas mal de temps devant nous, c'est donc un dialogue de plusieurs heures qui commence. Mamadou Diallo est sénégalais, mais travaille en Suisse où il est installé depuis plusieurs années. Tous les ans, au mois de décembre, il cumule l'ensemble de ses vacances pour aller rendre visite à sa famille à Dakar. Le hasard veut qu'il rentre aujourd'hui. C'est ma première véritable longue conversation avec un Africain. Je suis frappé par le bon contact qui s'établit entre nous. Il n'y a de sa part aucune mondanité. Il ne voit par exemple pas de différence entre le tutoiement et le vouvoiement. Pour lui c'est la même chose, il est simple et naturel, d'un abord facile et la conversation est agréable.
Il m'explique ce qu'il fait dans la vie, je lui parle de mon voyage. Il est surpris que l'on puisse entreprendre ce genre d'année sabbatique, et trouve plutôt dangereux et risqué de se rendre seul en Afrique sans y connaître qui que ce soit. Plus les heures passent, plus Mamadou me déconseille de rester seul dans la capitale. Il me propose de venir passer les quelques premiers jours en sa compagnie, dans la maison familiale. D'un côté je suis touchée, de l'autre je me sens soulagée car au fond, c'est exactement ce que je voulais qu'il me propose. Si j'acceptais, je n'aurais pas à me lancer à la recherche d'un hôtel à la sortie de l'avion, je n'aurais pas à me débrouiller seule dans la capitale, je ne serais pas perdue au beau milieu de toute cette population africaine si nouvelle pour moi, je n'aurais pas à me prendre en charge immédiatement et j'aurais un ami. Il ne reste qu'à prendre la décision d'aller, ou de ne pas aller chez une personne que je connais à peine. Ma mère m'a toujours dit de ne. Il me semble que ces quelques heures de discussion suffisent pour apprécier quelqu'un. J'ai le sentiment que cette personne est digne de confiance, j'accepte son invitation. Deuxième partie. L'Afrique de l'Ouest. Doute sur mon compagnon 16 décembre. L'avion se pose sur le tarmac de l'aéroport. Les passagers déambulent dans le couloir jusqu'à la porte de l'appareil. L'air humide et étouffant vient remplacer le cocon climatisé dans lequel nous étions installés depuis des heures. La file se dirige vers un vieux bâtiment jaunâtre, sombre et chaud, l'aérogare. Les quelques ventilateurs suspendus au plafond ne sont pas suffisamment efficaces pour amener de l'air à hauteur d'homme. Plusieurs queues de voyageurs se forment devant les guichets de l'immigration. Mamadou et moi nous séparons un moment, lui suit la file des résidents, moi celle des touristes. J'arrive à la guérite en bois sommairement peinte, mon passeport se retrouve frappé d'un bon coup de tampon marqué Dakariof. Mamadou qui m'a attendu après l'immigration, me dit « Ce serait bien que ce soit toi qui passes ma valise à la douane, parce que je ramène des affaires pour ma famille. Si c'est moi qui le fais, les douaniers vont me causer des ennuis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là, il va trop loin. Il ne m'a quand même pas fait le coup de la sympathie pour que je lui passe quelque chose à la douane. Comment puis-je accepter une telle demande ? Chacun doit être responsable de ses affaires. S'il y a quoi que ce soit d'illégal dans sa valise, ce sera pour ma pomme. On ne se connaît tout de même pas depuis très longtemps. D'un autre côté, je suis gênée. Il voyage chargé comme un âne et a du mal à tout porter seul. Je me sens un peu obligée de lui donner un coup de main. À contre-cœur, j'empoigne son énorme valise et continue de marcher vers la douane. Nous parcourons le long couloir au mur blanc ou plutôt qui avait dû être blanc, et au sol recouvert d'un carrelage sable, la douane se rapproche lentement. J'aperçois le comptoir en aluminium et la casquette du douanier qui se tient derrière. Je ne peux vraiment pas accepter le risque de passer la douane avec cette valise. Quelques mètres avant le comptoir, je la rends à Mamadou qui finalement la prend naturellement, sans y prêter une réelle attention. C'est à peine s'il s'en rend compte. Le douanier ne fait aucun cas de mon sac. Il fait en revanche ouvrir plusieurs des nombreuses valises de Mamadou mais ne l'oblige pas à payer pour les petits appareils électroniques qu'il a rapportés à l'intention de ses frères et sœurs. Nous dépassons enfin le poste de douane et arrivons à la porte de la salle d'accueil. De nombreuses personnes agglutinées à la porte rendent difficile le passage vers le hall de sortie. Toutes essayent d'apercevoir le proche qu'elles sont venues chercher. Des têtes noires encadrent le pourtour de la porte. Dès que Mamadou repère ses frères parmi la foule, un sourire éclaire son visage et laisse paraître le bien-être qui l'emplit à l'idée de rentrer au pays et de retrouver sa famille pour quelques semaines. Immédiatement après une chaleureuse embrassade, Mamadou fait les présentations. 2 de ses frères sont venus l'accueillir accompagnés d'un ami de la famille, quelqu'un qui possède une voiture. On pourra rentrer à la maison sans utiliser les transports en commun, et avec le chargement de Mamadou, c'est préférable. Je change un peu d'argent français en francs CFA avant de quitter l'aéroport. Il était impossible de s'en procurer à Paris. Dehors, aux abords de l'aérogare, il n'y a rien, si ce n'est une quinzaine de voitures et de petits troupeaux de chèvres venus faire on ne sait quoi sur le parking. Tous les sacs et valises entassés dans le coffre de la Peugeot. On se met en route. Je ne sais pas du tout où nous allons, et n'ai d'autre solution que de me laisser transporter. Mamadou avait dit vrai sur le contenu de sa valise pour le passage en douane, et cela me conforte dans l'idée qu'il est loyal.
Je suis assis à l'arrière avec Tama et Ousmane, les deux frères. Tous les deux âgés d'une vingtaine d'années. Tama est un beau jeune homme long et fin à la personnalité futée. Il sourit en permanence et parle facilement. Une joie insouciante émane de son visage au crâne rasé. Ousmane est physiquement plus costaud. Il est aussi plus renfermé et sa timidité l'empêche de communiquer facilement. Une chose est sûre, ils respectent leur grand frère revenu de si loin. Nous roulons vers la maison familiale. Je ne sais pas où donner de la tête, tout ce que je vois est si différent de mes habitudes. Les quartiers grouillent de monde. Compte tenu du climat, la vie de rue est beaucoup plus développée ici que dans les pays européens. Mamadou demande à Mohamed de s'arrêter un instant sur le bas-côté. On stoppe la voiture sur la terre d'un intense rouge-feu bordant la route. Mamadou veut tout de suite boire une noix de coco. Il ne peut attendre plus longtemps avant de goûter son pays. Des dizaines de vendeurs sont installés le long de la chaussée, sous des arbres à l'abri du soleil. Ils ont empilé de jeunes noix à la coquille encore verte sur des présentoirs de fortune, et attendent les clients. Quelques adroits coups de machette permettent d'ouvrir la noix sur le dessus, il n'y a plus qu'à la boire. Le jus est délicieux et rafraîchissant. Taxi, voiture particulière, car rapide. La plupart des véhicules qui passent devant nous sont délabrés mais ils roulent et par conséquent remplissent leur rôle, on ne leur en demande pas plus. Les peintures et décorations diverses sur les carrosseries forment un ensemble coloré qui complète l'animation de rue. Visiblement, les priorités ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Ici, on ne garde que les pièces indispensables au fonctionnement du véhicule. Les vitres ne font pas partie de l'essentiel et de nombreux cars rapides en sont dépourvus. Nous terminons la délicieuse noix en mangeant la gélatine blanche et molle qui se dépose sur les parois. Le contenu du fruit est resté frais malgré la chaleur grâce à son épaisse coquille isolante. Nous jetons négligemment les noix de coco sur le bord de la route, payons les 300 francs CFA que demande le barman et remontons en voiture. Des femmes aux vêtements multicolores, chargées de leur inséparable bassine en plastique sur la tête, traversent nonchalamment la route à 4 voies de circulation. Sans réduire la vitesse, le chauffeur envoie un simple coup de klaxon qui les force à courir et à gérer la situation au mieux pour arriver intacts de l'autre côté sans perdre le contenu de la bassine. Le code de la route ne semble pas non plus faire partie de l'essentiel. Le folklore est omniprésent dans la manière de conduire des Sénégalais. À l'entrée de Dakar, certaines voitures traversent au milieu du grand rond-point sans même prendre la peine de le contourner par la voie normale, ça leur permet d'en doubler quelques-unes au passage. Enfin, nous arrivons à la maison, le quartier s'appelle Pikine. Il est situé le long de la voie ferrée reliant Dakar à Bamako, à une quinzaine de kilomètres du centre de la capitale. L'accès à la maison se fait par une étroite rue de sable impraticable en voiture. Le sable est le revêtement habituel et naturel de cette banlieue, seule la route principale est goudronnée. Nous déchargeons la Peugeot, et Mohamed repart immédiatement pour la ranger. On ne laisse pas la voiture sans surveillance, sinon les gens viendront la démonter et repartiront avec des pièces, me dit-il. La famille Diallo habite dans une maison disposée en carré autour d'une cour. Il n'y a pas d'étage et à l'intérieur des pièces sans plafond, on aperçoit le toit en tôles ondulées. Chacun passe par la cour pour accéder à sa chambre ou à une pièce de la maison. Un des côtés est réservé à l'emplacement de la bergerie et ses 4 moutons. L'accueil est spontané et chaleureux. Je suis un peu gêné de la gentillesse des membres de la famille à mon égard. J'arrive comme un cheveu sur la soupe sans que quiconque ait été prévenu, mais je suis l'ami du grand-fils, celui qui a réussi puisqu'il travaille en Europe. Cela suffit pour être considéré de la sorte. En guise de bienvenue, la mama nous offre immédiatement un verre d'eau tiré du Grand Canari en terre situé dans la cour. On le remplit quotidiennement de manière à ne jamais en manquer, malgré les fréquentes coupures sur le réseau d'eau courante. Boire le verre d'eau que l'on me présente n'est cependant pas sans poser de problème. En élève studieux, j'ai lu à maintes reprises qu'il est risqué de boire l'eau sans que celle-ci ait été purifiée ou filtrée auparavant. C'est bien ennuyeux. Il n'est pas non plus question de la vexer en refusant de boire alors qu'elle m'accueille si chaleureusement. Je prends le verre en main en la remerciant, m'éloigne d'elle et fais quelques pas dans la cour en direction de la bergerie en ayant l'air de me promener. D'une main je caresse le premier mouton venu,
De l'autre je verse le contenu du verre sur le sol. Je porte le verre vide aux lèvres et fais semblant de boire. Je ramène enfin le verre à Mama, ne manquant pas de la remercier à nouveau, l'obstacle est passé. Le voyage creuse et nous sommes bientôt invités à dîner. Mamadou, son père et moi-même mangeons au salon alors que le reste de la famille dîne plus tard et dehors. Le salon est une pièce privilégiée de la maison. Il sert essentiellement à recevoir du monde ou à regarder la télévision. C'est aussi dans cette pièce que se trouve le téléphone. Le précieux objet est sérieusement protégé par un cadenas. En Afrique de l'Ouest, on entre sans prévenir chez son voisin ou son cousin comme ils disent là-bas. La notion de partage, bien ancrée dans les mentalités africaines, pourrait amener des situations financières difficiles à gérer pour la famille si le téléphone n'était pas protégé contre les tentations. Un plat commun est placé au centre de nous trois. Il fait à la fois office de plat et d'assiette. Je ne connais pas encore le rituel, et attends que mes voisins se servent de poissons et de légumes pour imiter leurs gestes sans commettre de maladresse. Ce moment est l'occasion de poser quelques questions et de découvrir la famille. Elle est d'origine bambara émigrée du Mali. Chacun de ses membres parle indifféremment le bambara ou le wolof du Sénégal. Les enfants parlent en plus le français très correctement. Le père de famille avait eu une bonne situation. Il était magasinier pour les forces françaises basées à Dakar. Il passe désormais tranquillement sa retraite en s'occupant des enfants dont Mamadou paye la scolarité, et surtout de ses petits-enfants. Tu vois Olivier, en Afrique de l'Ouest, les premiers petits-enfants sont souvent confiés à leurs grands-parents pendant un certain temps pour leur éducation. Ce n'est pas parce que les parents n'ont pas le temps, c'est une forme de respect et une marque de remerciement que nous accordons aux grands-parents de nous avoir élevés nous-mêmes. Les parents de Mamadou ont donc pour le moment la charge des 2 premiers enfants de leur fille aînée installée à Saint-Louis. Celle-ci ne les voit que rarement. Alors que nous poursuivons la discussion, un des jeunes frères prépare le thé. C'est la tradition, on ne plaisante pas avec le thé. L'opération est longue et minutieuse, chaque geste est réglé par l'habitude et la conscience. Le jeune homme prépare le charbon de bois qui va servir à faire chauffer l'eau. Il tient le barbecue portatif à bout de bras et le balance d'avant en arrière pour attiser les braises, imitant le mouvement d'une pendule. En geste précis, il met du thé dans l'eau bouillante de la théière et y ajoute 12 morceaux de sucre. Bizarrement, c'est du thé chinois que l'on trouve à profusion sur les marchés. Il verse le contenu dans un verre puis le remet dans la théière. Le tout doit être bien mélangé. Chaque verre est préparé en versant de haut pour faire mousser le plus possible. Il répète l'opération de verre en verre, ce qui fait mousser davantage encore et fait refroidir le liquide. Le thé est très concentré et très sucré. Le rituel est long. La tradition veut que l'on serve 3 thés successifs et ce n'est que lorsque chacun a bu le contenu de son premier verre que l'on entame la préparation du second. Les 3 thés ne peuvent être préparés en même temps, car ils sont tous dosés différemment. Profitant du moment de calme de cette cérémonie, je demande à Madou, c'est comme cela que les membres de la famille surnomment Mamadou, pourquoi on a installé une bergerie et les 4 moutons dans la cour. Tu sais, des moutons ça sert à plusieurs choses. D'abord ça montre un certain niveau social, tout le monde ne peut pas acheter des moutons. Et puis ça représente aussi une sécurité, si un jour nous manquons de nourriture on peut toujours en manger un. Ponctuant sa phrase par ah oui oui. On peut aussi en tuer un à l'occasion de l'Aïd, la fête du mouton. Nous gardons toujours des moutons blancs parce que ce sont eux qui chassent les mauvais esprits et protègent la maison et la famille. Tu sais, ici on est très superstitieux, Mama sait lire la route, elle est très connue, de nombreuses personnes téléphonent pour venir la rencontrer et savoir la route. Faute de place, Madou et moi partageons sa chambre et partageons aussi son lit. Suivant mes principes de jeune voyageur, j'ai installé une moustiquaire au-dessus du lit, lui n'en a pas mais ne se moque pas. D'ailleurs, de moins en moins habitué aux piqûres de ces insectes, il est lui-même devenu plus sensible et fait brûler des spirales anti-moustiques par crainte du paludisme. Au cours de ces premiers jours, je fais bien quelques visites touristiques à Dakar, mais le gros de ma découverte se passe à la maison ou dans le quartier. Je suis complètement immergé dans la vie africaine de Pikine. Chaque jour est l'occasion d'une nouvelle introduction à une tranche de vie locale. Les membres de la famille m'en racontent un peu plus sur leurs activités personnelles.
Si j'avais tant voulu me rendre en Afrique, c'était bien pour cela, rencontrer les gens. C'est l'un des buts fondamentaux de mon voyage, ce qui lui donnera sa véritable force. Si paradisiaque, beau, agréable ou intéressant soit-il, un lieu n'est rien sans les hommes qui ont forgé l'endroit, qui lui ont donné son caractère, son âme. En passant à côté des habitants, de leurs valeurs, de leurs coutumes, je manquerai quelque chose d'essentiel de ce que je suis venu chercher. J'éprouve d'ailleurs une certaine fierté d'avoir été accepté au sein de la famille Diallo avec sa simplicité et sa spontanéité. Je suis à l'écoute de chacun de ses membres et m'intéresse à leurs activités. Je vais par exemple souvent au marché avec la sœur de Madou, Marianne, que la famille surnomme Ma. Découverte du quartier 20 décembre. Nous longeons la voie ferrée sur 1 km environ, jusqu'au passage à niveau où passe la route goudronnée. L'entrée du marché se situe juste derrière. Ma s'arrête souvent en chemin pour saluer une connaissance. Chaque jour c'est elle qui fait les courses de la famille, elle connaît beaucoup de monde. Les commerçants semblent intrigués par ma présence, ils rient, parfois ils s'adressent à Ma en wolof. Je ne les comprends pas, mais interprète la situation par rapport au ricanement dont je suis l'objet. Ici, on trouve de tout, de la nourriture, des produits ménagers et ustensiles indispensables à la maison comme la bouilloire en plastique, instrument que les Africains de l'Ouest utilisent beaucoup. Elle a la forme des bouilloires de nos grands-mères et sert à tout, sauf à faire bouillir de l'eau. Bâtie avec des planches et de la tôle ondulée pour protéger les aliments des rayons du soleil, des stands rudimentaires bordent d'étroites allées en terre rougeâtre encombrées par la foule. Il fait encore plus chaud au marché que dans la rue, l'air emprisonné circule difficilement entre les étals. L'atmosphère est poussiéreuse, l'odeur forte par endroits, le bruit envahit l'espace. Les commerçants crient pour pousser à la vente. Les poissonniers et bouchers chassent les mouches à coups de martinet, frappant de temps en temps la marchandise. Ici, il n'y a pas de réfrigérateur et d'ailleurs, il n'y a pas d'électricité. Avec la complicité de Ma, je prends des photos, ce qui amuse les vendeurs. Sitôt les courses terminées, nous rentrons vers la maison et Ma se met immédiatement à la cuisine. Elle n'achète la nourriture que pour la journée en cours, afin d'éviter toute difficulté de conservation. Comme les autres pièces de la maison, la cuisine donne directement sur la cour. Elle est contiguë à la chambre de Madou. Marianne cuisine à la manière traditionnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.